Je surprends ma fiancée au lit avec mon frère. Ma famille leur pardonne, m'attire dans un piège à Noël et tente de nous réunir. Alors je les ai ghostés pour toujours et j'ai construit une nouvelle vie. Avant d'entrer dans ce chaos, laissez-moi donner un peu de contexte. En grandissant dans une petite ville près de Milwaukee, j'ai toujours pensé que ma famille était mon socle. Nous n'étions pas du genre à laisser les choses en suspens ou à passer des mois sans parler. Mon frère Dylan et moi étions proches, dans cette manière compétitive propre à deux garçons sous le même toit. Il avait 1 an de moins que moi, et on nous avait toujours comparés. Lui, c'était le charmeur, l'esprit libre. Moi, j'étais celui avec un plan. Notre sœur, Mia, était la Benjamine, l'ombre de ma mère, absorbant chaque bribe d'attention disponible. Nos parents, Claire et Joe, incarnaient les parents typiques du Midwest, maman dirigeait la maison d'une main de fer, et papa était du genre à raconter des blagues et griller des steaks comme si c'était un art sacré. Je pensais avoir tout compris. Une famille stable, des frères et sœurs en qui j'avais confiance, et une fiancée que je croyais être mon âme sœur. Emma est entrée dans ma vie lors d'un projet de groupe en 3e année. Elle avait cette énergie magnétique qui donnait envie de rester dans son orbite. Elle était ambitieuse, sûre d'elle, et incroyablement belle. Je suis tombé amoureux très vite. À la fin du semestre, nous étions un couple. Tout allait vite, mais je ne posais pas de questions, ça semblait parfait. J'imaginais déjà notre futur, carrière, enfants, tout. En novembre, je lui ai fait ma demande. Rien de grandiose, juste nous deux, un soir d'automne. Elle a dit oui, et nous avons commencé à organiser notre mariage pour l'été suivant. Ça semblait être le début de la vie dont j'avais toujours rêvé. Puis tout a explosé. Un vendredi de mars, j'ai eu une journée étonnamment calme au travail. J'ai décidé de surprendre Emma avec son plat préféré à emporter pour qu'on passe la soirée ensemble. En entrant dans notre appartement, j'ai tout de suite senti que quelque chose clochait. Ses chaussures étaient près de la porte, mais l'endroit était étrangement silencieux, sauf pour un léger rire venant de la chambre. Mon estomac s'est noué. Quelque chose n'allait pas, mais j'ai essayé d'être rationnel, peut-être qu'elle regardait une vidéo, ou qu'elle était au téléphone. Quand j'ai ouvert la porte de la chambre, mon monde s'est brisé. Ils étaient là, Emma et Dylan, entremêlés dans le lit. Emma portait le t-shirt oversize que je lui avais offert pour la Saint-Valentin, celui avec le cœur kitsch imprimé dessus. Impossible de se tromper sur ce que je voyais. Ils se sont figés, comme deux cerfs pris dans les phares. C'est fou comme le silence peut hurler. L'air était lourd, suffocant. Dylan, mon propre frère, a osé dire « ce n'est pas ce que tu crois ». Je l'ai regardé, presque en riant devant l'absurdité. Emma ne disait rien, essayant juste de se couvrir avec la couverture, comme si ça pouvait effacer la scène. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas posé de questions. À quoi bon? La vérité était là. Je l'ai regardé et j'ai dit « prends tes affaires et pars ». Ma voix était calme, posée. Je ne leur donnerai pas la satisfaction de me voir exploser. Dylan a tenté de parler, de dire que c'était arrivé comme ça, mais je l'ai coupé, tu n'existes plus pour moi. Je n'avais aucune envie d'écouter ses excuses ou ses remords fabriqués. Il n'y a pas de « c'est arrivé comme ça » quand on couche avec la fiancée de son frère. Je suis parti. Sans explication, sans adieu. J'ai pris mes clés et je suis allé chez un ami. Cette nuit-là, en fixant le plafond, la réalité m'a frappé, ma fiancée, la femme que je voulais épouser, et mon frère, en qui j'avais confiance, m'avait trahi de la pire façon. Ce n'était pas seulement l'infidélité. C'était le fait qu'ils aient choisi, activement, de détruire ce qui comptait pour moi. Le lendemain, je pensais que les choses ne pouvaient pas empirer. Mais bien sûr, elles l'ont fait. Pendant que j'étais au travail, Emma a déménagé. Je lui avais déjà dit de partir, donc je pensais que c'était fini. Mais en rentrant ce soir-là, j'ai trouvé une lettre posée sur le comptoir, exactement à l'endroit où se trouvait notre photo encadrée. Quelques lignes, pas douces du tout. Elle écrivait qu'elle était tombée amoureuse de Dylan et qu'elle n'avait jamais voulu me blesser. Puis ce baratin sur l'espoir que je puisse leur pardonner un jour. Elle a même terminé par « J'espère que tu pourras être heureux pour nous un jour ». Heureux pour eux. J'ai manqué d'éclater de rire. C'était tellement insultant que ça en devenait presque comique. J'ai froissé la lettre et je l'ai jetée. Il n'y avait plus rien à dire. L'appartement semblait vide sans ses affaires, mais je m'en fichais. Je voulais qu'elle sorte de ma vie aussi vite que possible. C'était fait. Ma famille a appris ce qui s'était passé en quelques jours. Je ne leur ai rien dit. J'imagine qu'Emma ou Dylan l'ont fait. Ma mère, Claire, m'a aussitôt appelé. Elle était furieuse. Pas contre moi, contre Dylan. Elle répétait qu'elle ne pouvait pas croire qu'un de ses enfants puisse me trahir comme ça. Il n'est plus le bienvenu ici, disait-elle encore et encore. Au début, ça faisait du bien, mais je savais que ça ne durerait pas. La loyauté de ma mère est conditionnelle. Elle est du genre à se vanter d'être la glu de la famille, même si ça signifie balayer les pires trahisons sous le tapis. Je savais que tôt ou tard, elle recommencerait à défendre Dylan. Mon père, Joe, c'était autre chose. Quand j'ai finalement décroché un de ses appels, il s'est contenté de soupirer, tu sais, ce sont des choses qui arrivent. J'étais sidéré. Aucune colère. Aucun choc. Rien.
Il parlait comme si Dylan avait renversé du café sur ma chemise, pas détruit mon couple et ma confiance. Mia, ma petite sœur, essayait d'être de mon côté, mais elle était déchirée. Elle m'appelait pour me dire qu'elle n'arrivait pas à croire ce qu'ils avaient fait, mais sa voix trahissait ses hésitations. Elle était coincée entre moi et le reste de la famille. Ça se voyait. Pendant des semaines, j'ai ignoré leurs appels. Je n'avais pas l'énergie de tout répéter ou d'entendre leurs excuses pour me dire de passer à autre chose. Je me suis plongé dans le travail. C'était la seule chose qui me tenait à peu près debout. Mon patron, Kevin, a remarqué que je faisais beaucoup d'heures et m'a demandé ce qui n'allait pas. Je ne lui ai pas raconté toute l'histoire, mais j'ai admis que je traversais une période compliquée. C'est là qu'il m'a parlé du bureau d'Indianapolis. Il cherchait quelqu'un pour diriger l'équipe là-bas. Il pensait que j'étais parfait pour le poste. Une promotion, et surtout une chance de quitter Milwaukee, loin de Dylan, d'Emma et de tout ce chaos. Je n'ai pas hésité. J'ai dit que j'étais intéressé. Quand j'ai annoncé ma décision à mes parents, mon père a juste dit « c'est bien. Un nouveau départ pourrait te faire du bien ». Ma mère, en revanche, a réagi comme si j'avais annoncé que je déménageais sur Mars. Elle a pleuré, supplié, insisté. Et les dîners de famille? Et Noël? Tu ne peux pas simplement nous laisser derrière toi, Alex. Je lui ai dit que je ne les laissais pas tomber eux. Je laissais tomber Dylan. Il ne fait plus partie de cette famille, a-t-elle affirmé d'une voix ferme. Mais je ne la croyais pas. Ma mère a l'habitude de dire une chose et de faire exactement l'inverse dès que ça l'arrange. En juillet, mon intuition s'est confirmée. Dylan était de retour à la maison. Un soir, elle m'a appelé pour m'annoncer, l'air de rien, qu'ils avaient décidé de le laisser revenir, pour un moment, parce qu'il n'avait nulle part où aller. Elle agissait comme si ce n'était rien, comme si elle n'était pas en train d'accueillir chez elle la personne qui m'avait trahi, tout en s'attendant à ce que je continue d'assister aux dîners dominicaux. Je n'ai même pas essayé de cacher ma colère. Je lui ai dit que c'était une gifle, qu'elle choisissait Dylan à ma place. Elle a tenté de justifier, c'est quand même mon fils. Je ne peux pas le mettre dehors. J'ai répliqué, eh bien, ce n'est plus mon frère, et je ne veux plus rien avoir à faire avec lui. C'est là qu'elle a lancé sa campagne pour l'unité familiale. Elle s'est lancée dans un long discours sur la guérison, le pardon, l'importance de tourner la page en famille. Un jargon qui voulait dire « pardonne Dylan pour que je ne me sente pas coupable de l'avoir repris ». Je n'ai pas mordu. Je lui ai dit clairement que je n'étais pas intéressé par une guérison forcée ou par l'idée de faire semblant que tout allait bien. Tu veux de l'unité? Alors arrête de récompenser celui qui a tout détruit, ai-je lâché avant de raccrocher. Après ça, j'ai gardé mes distances. De toute façon, j'étais occupé à préparer mon déménagement à Indianapolis. J'ai trouvé un appartement, emballé mes affaires et recommencé à zéro dans une ville où personne ne connaissait ni ma famille ni mon passé. Quitter Milwaukee n'a pas été facile. J'y avais de bons souvenirs, et une part de moi avait l'impression de laisser Dylan et Emma gagner en partant. Mais rester aurait été pire. Chaque rue, chaque restaurant, chaque souvenir partagé, tout me rappelait ce que j'avais perdu. Déménager, c'était la seule vraie façon de recommencer. Au moment de partir, j'avais pratiquement coupé tous les liens avec ma famille. Je ne répondais plus aux appels, j'ignorais les messages. Même les tentatives de Mia pour rester neutre n'y changeaient rien. Ils avaient fait leur choix en reprenant Dylan. J'ai fait le mien en les laissant derrière moi. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais une chose était claire, je ne serais plus jamais le « bon fils » qui sacrifie tout au nom de la famille. Désormais, je mettais ma vie en premier. Il était temps de reconstruire, selon mes propres termes. Un nouveau départ et une vieille habitude revient. En septembre, je m'étais bien installé dans ma nouvelle vie à Indianapolis. Rompre avec ma famille avait été la meilleure décision que j'ai prise, même si ce n'était pas facile. Le travail se passait bien. Je commençais à me faire quelques amis. Et surtout, la distance me faisait du bien. Puis ma mère, Claire, m'a appelé. C'était bientôt son anniversaire, et elle voulait que je rentre pour le fêter. J'ai hésité. Notre relation était tendue depuis qu'elle avait rouvert la porte à Dylan. Mais elle a insisté, ce serait juste la famille proche, elle me manquait, blablabla. Contre mon bon jugement, j'ai accepté. Le trajet jusqu'à la maison familiale m'a laissé beaucoup trop de temps pour y réfléchir. Je me disais que je faisais ça pour ma mère, malgré tout. Peut-être que ce ne serait pas si terrible si ce n'était que mes parents et Mia. Mais en arrivant devant la maison, j'ai su que quelque chose clochait. Beaucoup trop de voitures garées dehors. Mon estomac s'est serré quand j'ai reconnu la voiture de Dylan dans l'allée. J'ai serré le volant. J'ai envisagé de faire demi-tour. Mais je ne voulais pas donner à ma mère la satisfaction de me voir fuir. Je me suis dit que j'allais entrer, rester 5 minutes, puis repartir. Dès que j'ai franchi la porte, ma mère m'a sauté dessus avec un sourire trop large, comme si rien ne s'était jamais passé. « Alex, je suis tellement contente que tu sois venu. » Elle m'a serré dans ses bras, exagérant chaque geste. Son énergie débordante avait ce parfum de déni forcé. J'ai jeté un regard dans le salon. Et ils étaient là. Dylan. Emma. Assis sur le canapé, comme si de rien n'était. Emma riait même à une blague de Mia au moment où j'entrais. J'étais figé. Froid.
Pourquoi ils sont là, ai-je demandé, la voix basse mais tranchante. Ma mère n'a même pas répondu. Elle m'a simplement attrapé le bras et m'a entraîné vers le salon. Parlons dans le séjour, qu'elle disait, comme si ça allait arranger quoi que ce soit. Dans le salon, elle a commencé son discours habituel sur la guérison, la famille, la seconde chance. Elle m'a asseyé, puis a enchaîné sur « Dylan et Emma ont fait une erreur, ils sont vraiment désolés, il est temps d'aller de l'avant. » Dylan, sans honte, a ajouté « Je suis désolé, mec. » C'est arrivé comme ça. Comme s'il avait juste taché mon t-shirt. Emma a suivi « On n'a jamais voulu te blesser. » Elle avait l'air encore moins sincère que lui. Je les regardais, essayant de comprendre s'ils croyaient vraiment à leurs propres conneries. Qu'ils aient pensé, une seule seconde, que ça pouvait être réparé, c'en était presque comique. Je me suis penché vers Dylan, les regarder droit dans les yeux, t'es une excuse pathétique pour un frère. Puis vers Emma, et toi, j'espère qu'il te trompera aussi. Vous vous méritez. Silence total. Ma mère a ouvert la bouche pour parler, mais je me suis levé avant qu'elle n'ait le temps de dire un mot. Je l'ai regardé droit dans les yeux, profite bien de ton fils prodige. Ne me rappelle plus. J'ai quitté la maison. Derrière moi, j'entendais ma mère essayer de calmer tout le monde, répéter que je finirais par revenir. Dylan ne disait rien. Emma restait plantée là. Je suis monté dans ma voiture et j'ai roulé sans me retourner. Toute la journée, j'ai bouillonné. Comment ma mère pouvait-elle croire que ça allait passer? Que je pardonnerais? Comme si ce n'était pas une trahison qui avait ravagé ma vie? J'ai passé la soirée à lutter contre l'envie de l'appeler pour tout lui balancer. Mais je savais que ça ne servirait à rien. Elle avait fait son choix le jour où elle avait accueilli Dylan et Emma chez elle. Cette nuit-là, je l'ai bloqué. J'ai bloqué Dylan aussi, même s'il ne m'avait plus contacté depuis des mois. Je savais qu'à un moment ou un autre, lui ou Emma essaierait de me parler, et je ne voulais plus rien entendre. Les semaines suivantes, je me suis enfermé dans le travail. Ça devenait une échappatoire. Mes collègues pensaient sûrement que j'étais très investi dans mon poste. La vérité, c'est que je ne savais pas quoi faire d'autre de cette rage. J'ai quitté les réseaux sociaux aussi. Voir des photos de ma famille n'aurait fait que rouvrir les blessures. Je me répétais que je n'avais pas besoin d'eux. Que je pouvais construire ma propre version d'une famille. Avec des gens qui m'estiment vraiment. Peu à peu, ça allait mieux. La distance aidait. Je reconstruisais quelque chose. Mais je savais, au fond, que ce n'était pas fini. Ma mère n'abandonnait jamais. Elle trouverait un moyen de revenir dans ma vie. Encore. Pour l'instant, j'étais bien, vivre loin du déni familial, vivre enfin pour moi. Janvier, Indianapolis devient ma vraie maison. En janvier, la vie à Indianapolis était exactement ce dont j'avais besoin. Loin de tout ce chaos, je ne me levais plus chaque matin avec la colère au ventre. J'avais enfin de l'espace. C'est à ce moment-là que Sarah, une cousine éloignée, m'a envoyé un message. On se connaissait à peine, quelques rencontres rapides à des réunions de famille, pas plus de 3 phrases échangées. Donc quand elle m'a écrit qu'elle allait s'installer à Indianapolis et qu'elle pourrait avoir besoin d'aide pour s'y retrouver. J'étais sceptique. Au début, j'ai hésité à ignorer complètement son message. Ma famille avait prouvé à maintes reprises que s'impliquer avec eux, même de loin, était une erreur. Mais une partie de moi se sentait mal. Sarah ne m'avait jamais rien fait, et peut-être qu'elle ne connaissait même pas toute l'histoire. Et puis, elle semblait vraiment nerveuse à l'idée d'emménager seule dans une nouvelle ville. Contre mon bon sens, j'ai accepté de l'aider. Le week-end venu, je me suis rendu à l'adresse qu'elle m'avait envoyée. C'était un petit immeuble dans un quartier calme, et tout semblait normal, jusqu'à ce que je voie le camion Hull. Et surtout 2 silhouettes très familières en train de décharger des cartons, Dylan et mon père. Pendant une seconde, je me suis figé, mes doigts serrant tellement le volant que mes jointures sont devenues blanches. Mon premier réflexe a été de faire marche arrière et de disparaître. Mais avant que je n'ai pu bouger, la porte de l'appartement s'est ouverte. Ma mère est sortie. Elle m'a repéré immédiatement et m'a fait signe, comme si c'était une réunion de famille joyeuse, au lieu d'un piège. « Alex, attends » a-t-elle crié en courant vers ma voiture. J'ai mis le moteur sur parc et je suis sorti, mais je ne me suis pas avancé. « C'est quoi ce cirque » ai-je demandé en désignant Dylan et mon père, désormais figés près du camion. Ma mère m'a adressé son regard habituel du « soyons tous raisonnables » et s'est lancée dans un discours sur le fait que Sarah avait juste besoin d'un coup de main, et que c'était normal que la famille se serre les coudes. Mais c'était évident, tout ça n'avait rien à voir avec Sarah. C'était juste une nouvelle tentative pour m'obliger à une réconciliation. Dylan, maître incontesté de l'excuse insincère, s'est avancé, les yeux déjà pleins de larmes. « Je suis désolé, Alex » dit-il d'une voix tremblante, comme s'il passait une audition. « Je sais que j'ai déconné. Je veux juste arranger les choses. » Je l'ai fixé, complètement froid. C'était le même discours que lors de l'anniversaire de ma mère. Aussi pathétique alors qu'aujourd'hui. Puis mon père a décidé de s'en mêler. « Alex, allez » dit-il, d'un ton mélangeant exaspération et condescendance, sa spécialité quand il estimait que j'étais déraisonnable. « Tu t'accroches à cette rancœur et ça déchire la famille. Sois le plus mature. » Ça a été la goutte de trop. Lui, me disant d'être le plus mature.
Comme si la trahison de Dylan était une simple erreur à pardonner. Comme si ce n'était pas ma vie qu'on avait piétinée. Quand mon père s'est approché et a posé sa main sur mon épaule, j'ai réagi sans réfléchir. Mon poing a frappé son visage avant même que je comprenne ce que je faisais. Le bruit sec a figé le monde une seconde. Mon père a reculé, se tenant la mâchoire, les yeux écarquillés. Dylan semblait vouloir se volatiliser. Et ma mère, évidemment, a éclaté en sanglots. Alex, sanglota-t-elle, comme si moi j'étais en train de tout détruire. Comment as-tu pu? Dylan marmonna quelque chose comme quoi j'allais, trop loin, mais je n'ai même pas pris la peine de répondre. Je suis retourné vers ma voiture. Ne me suivez pas, ai-je dit sans me retourner. En rentrant chez moi, j'ai immédiatement bloqué Sarah. Je m'en fichais qu'elle soit complice ou simple pion dans la nouvelle manigance de ma mère. Je ne voulais plus rien avoir à faire avec elle. Le soir venu, assis sur mon canapé, j'ai essayé de digérer ce qui s'était passé. Je n'étais pas fier d'avoir perdu mon sang-froid. Mais je ne regrettais pas non plus. Mon père avait franchi une limite, et si c'était ça qu'il fallait pour qu'il comprenne que je ne me laisserais plus manipuler, eh bien tant pis. Le pire, c'est que rien de tout ça ne m'a surpris. Ma mère avait toujours été prête à tordre la réalité pour protéger Dylan. Et mon père ne se préoccupait que d'une chose, maintenir la paix, sans jamais régler les vrais problèmes. Je me suis demandé depuis combien de temps il préparait ce coup. Avait-il parlé à Sarah pendant des semaines? L'avait-il poussé à m'écrire? Ou était-ce une improvisation de dernière minute? Peu importait, au fond. Ce qui comptait, c'est que j'étais parti avant qu'il ne puisse m'atteindre encore. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un mélange étrange, du soulagement et de la tristesse. Soulagement d'avoir tenu bon. Tristesse parce que c'était un rappel de plus, ma famille était irrécupérable. Il n'y aurait pas de réparation. Ils ne comprendraient jamais la trahison de Dylan et d'Emma. Ils ne voudraient jamais la voir pour ce qu'elle était. Ce jour-là, j'ai coupé encore davantage les ponts. Je n'allais plus jamais leur donner l'occasion de m'entraîner dans leur chaos. Ma vie à Indianapolis était bonne, et je n'allais pas la laisser s'effondrer à cause d'eux. Peu importait ce qu'ils voulaient, clôture, pardon, retour à la normale, je ne leur donnerais rien. J'en avais fini d'être le bouc émissaire, celui censé garder la famille unie pendant que les autres faisaient ce qu'ils voulaient. Désormais, je ne pensais qu'à moi. Ils pouvaient garder leurs excuses bidons et leur unité familiale forcée. Je n'avais besoin de rien de tout ça. Un Noël loin de tout, mais enfin en paix. En décembre, j'étais dans un bien meilleur état émotionnel et mental. La vie à Indianapolis était stable. Et j'avais commencé à sortir avec Anna, 24 ans, une femme qui est vite devenue mon pilier. Elle était tout ce dont j'avais besoin, gentille, drôle, soutenante, et surtout, elle respectait mes limites. Elle connaissait toute l'histoire et ne m'a jamais poussé à recontacter ma famille. Sa famille vivait à Chicago, et elle m'a invité à passer Noël avec eux. C'était la première fois depuis des années que j'attendais réellement les fêtes avec impatience. Ses parents étaient chaleureux et accueillants, ses frères et sœurs adorables, et il n'y avait aucune tension, aucun drame. Rien de ce qui ruinait les réunions familiales chez moi depuis toujours. Une semaine avant Noël, j'ai reçu une lettre. J'ai failli ne pas l'ouvrir, je ne reconnaissais pas l'écriture. Quand je l'ai lue, mon estomac s'est noué. C'était ma mère. Elle m'annonçait que Dylan et Emma s'étaient mariés. Et que mes parents étaient désormais séparés. Elle n'expliquait pas pourquoi, mais elle répétait que la famille avait besoin de moi pour ce Noël. Elle suppliait que je revienne, disant que ce pourrait être une chance de guérir, d'avancer. J'ai lu la lettre 2 fois, cherchant ce qu'elle voulait vraiment. Est-ce qu'il s'agissait de moi? Ou était-ce encore une tentative de réparer les dégâts causés par Dylan? La mention du mariage m'a donné la nausée. Comme un rappel violent qu'ils avaient continué leur vie, sans un gramme de honte. Quand j'ai montré la lettre à Anna, elle m'a simplement dit « Tu ne leur dois rien. Si ça ne fait que te blesser, n'y va pas. » Elle avait raison. Mais une petite partie de moi ressentait quand même une pointe de culpabilité. Pas pour la coupure, mais à cause de cette sensation de devoir familial que ma mère avait toujours essayé d'inculquer. Finalement, j'ai choisi de passer Noël avec la famille de Anna. Ils vivaient dans une maison chaleureuse de la banlieue de Chicago. Dès notre arrivée, j'ai su que j'avais fait le bon choix. Ses parents m'ont accueilli avec des câlins. Sa mère n'a pas arrêté de me demander si je préférais le chocolat chaud ou le cidre épicé. C'était simple, sincère, et doux d'une manière que je n'avais pas connue depuis très longtemps. On a passé le réveillon à décorer le sapin, à faire des cookies, à jouer à des jeux de société. C'était le genre de Noël que j'avais toujours voulu, sans jamais vraiment l'avoir. Le matin de Noël était tout aussi paisible. La famille avait pour tradition d'ouvrir les cadeaux en pyjama. Ils avaient même préparé une chaussette de Noël à mon nom. C'était attentionné. C'était simple. Ça me faisait sentir à ma place. Mais même au milieu de cette chaleur, un coin de mon esprit restait fixé sur ma famille. Je ne pouvais m'empêcher de me demander ce qu'ils faisaient, est-ce que ma mère était seule à la maison, est-ce que mon père fêtait quoi que ce soit, ou est-ce que Dylan et Emma jouaient au couple heureux pendant que les autres faisaient semblant que tout allait bien. J'ai chassé ces pensées et me suis concentré sur l'instant présent. Je n'allais pas laisser leur drame me gâcher ces moments. En janvier, alors que je me réinstallais dans ma routine, j'ai reçu un email de Mia. Je n'avais pas eu de nouvelles d'elle depuis des mois,
donc voir son nom dans ma boîte de réception m'a surpris. Contre mon meilleur jugement, je l'ai ouvert. Mia écrivait que mon père vivait désormais dans un motel, et que Dylan et Emma avaient des problèmes financiers. Elle n'entrait pas dans les détails, mais laissait entendre que la situation professionnelle de Dylan était instable et qu'Emma n'était apparemment pas heureuse dans leur mariage. Je suis resté là, à dévisager l'écran, à me demander pourquoi Mia pensait que j'avais besoin de savoir tout ça. Cherchait-elle de la compassion? S'attendait-elle à ce que je vole à leur secours? Si c'était le cas, elle serait déçue. Je n'ai pas répondu à l'email. Qu'est-ce que j'aurais pu dire? Désolé d'apprendre ça, mais ce n'est pas mon problème. Je ne me ferai pas entraîner dans leur merde, peu importe à quel point les choses allaient mal pour eux. Ils avaient fait leur choix et devaient en assumer les conséquences. Pourtant, une part de moi se sentait un peu satisfaite. Ils traversaient des difficultés, même si je ne me réjouissais pas de leur malheur, je ne pouvais m'empêcher de penser que la karma leur rattrapait. Dylan et Emma avaient détruit ma vie, désormais, leur petite bulle parfaite commençait à craquer. Ce soir-là, Anna remarqua que j'étais plus silencieux que d'habitude et me demanda si tout allait bien. Je lui parlais du mail, elle hocha la tête, l'expression douce mais ferme. « Tu as fait le plus dur pour t'en sortir, dit-elle. Ne les laisse pas te ramener. » Elle avait raison. J'avais passé trop de temps à reconstruire ma vie pour laisser leurs problèmes tout gâcher maintenant. Ce qui arrivait à ma famille n'était plus ma responsabilité. Le lendemain matin, j'ai supprimé l'email de Mia et bloqué son adresse. Ce n'était pas facile, mais nécessaire. Je ne les laisserai pas ronger ma vie avec la culpabilité ou la pitié. Ce Noël passé avec la famille de Anna a été un tournant. Pour la première fois, j'ai compris ce que signifie être vraiment libéré de la toxicité dont j'avais grandi entouré. Je n'avais pas besoin de l'approbation ou de la validation de ma famille. J'avais trouvé des gens qui m'aimaient pour ce que j'étais, pas pour ce que je pouvais leur apporter. Le chaos de mon passé n'allait plus me définir. J'avais construit une nouvelle vie, et je ne regardais pas en arrière. Quand juin est arrivé, j'étais fier du chemin parcouru. Ma vie à Indianapolis était stable, ma relation avec Anna renforçait chaque jour, et ma famille n'était plus qu'un lointain souvenir. Je les avais tous bloqués, ignoré toutes leurs tentatives à moitié sincères pour reprendre contact, et je ne pensais qu'à moi. Bien sûr, ils n'avaient pas dit leur dernier mot. Un samedi matin, alors que je m'apprêtais à sortir courir, on frappa à ma porte. Je n'attendais personne, en regardant par le Judas, je me figeai. C'était Mia. Je ne l'avais pas vue depuis plus d'un an. L'espace d'un instant, j'ai songé à faire semblant de ne pas être chez moi. Finalement, j'ai ouvert, et elle s'est mise à pleurer immédiatement. « Alex, je suis tellement désolée, dit-elle en entrant dans le couloir avant que je n'ai pu l'inviter. J'aurais dû te défendre plus. J'aurais dû en faire davantage. » Ces mots m'ont pris de court. Pendant si longtemps, Mia avait été cette présence passive dans ma vie, jamais réellement blessante, mais jamais vraiment en défense non plus. L'entendre assumer sa part de responsabilité était inattendu, et je ne savais pas comment réagir. J'ai coupé les ponts avec Dylan et Emma, continua-t-elle. Et maman, je ne pouvais plus supporter ça. J'ai croisé les bras et me suis adossé au chambranle de la porte. Qu'est-ce que tu veux, Mia? Elle hésita, s'essuya les yeux. Je veux juste parler. Papa veut parler aussi. On peut se voir? S'il te plaît? J'aurais dû dire non. Chaque fibre de mon être me hurlait de claquer la porte et de reprendre ma journée. Mais il y avait quelque chose dans son regard, suppliant, désespéré, qui me fit hésiter. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté. Quelques jours plus tard, nous nous sommes retrouvés dans un dîner tranquille à la périphérie de la ville. Mia était déjà là quand j'arrivais, assise avec notre père, Joe. Je ne l'avais pas revue depuis que je lui avais mis mon poing au visage devant l'appartement de Sarah, et la tension était palpable. Il se leva quand je m'approchai, tendant la main. Je ne l'ai pas prise. Je me suis assis en face d'eux et j'ai attendu que l'un d'eux parle. « Je suis désolé, dit enfin mon père, la voix basse. Pour tout. J'aurais dû faire plus pour te protéger. J'aurais dû gérer les choses différemment. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était plus que ce que j'attendais. Un instant, j'ai senti une lueur d'espoir, peut-être que, qui sait, on pourrait rattraper le coup. Puis la porte du dîner s'ouvrit et ma mère entra. Je me tendis immédiatement, mon père eut l'air embarrassé. Elle voulait venir, dit-il, comme si cela excusait de me surprendre. Et, bien sûr, juste derrière elle, Dylan et Emma. Je me levai, prêt à partir, mais Mia me retint le bras. « S'il te plaît, Alex, écoute-les. » Ça a été la goutte qui fit déborder le vase. Je me suis levé et l'ai interrompu avant qu'elle n'ouvre la bouche. « Vous n'êtes plus ma famille, » ai-je dit d'une voix froide et posée. « Tu veux le pardon? Trouve quelqu'un d'autre à manipuler. » J'en ai fini. J'ai laissé de l'argent sur la table pour mon café et suis parti en ignorant leur voix qui m'appelait. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'il n'y avait pas de retour possible. Ils pouvaient supplier, pleurer, supplier encore, j'en avais fini d'être le bouc émissaire de leur dysfonction. Maintenant, à 28 ans, j'ai l'impression d'avoir vécu plusieurs vies depuis le chaos familial. Quand je repense à tout ça, ça ressemble presque à la vie de quelqu'un d'autre, comme si ce n'était pas vraiment arrivé. Mais les cicatrices me rappellent que tout était bien réel. La bonne nouvelle? J'en suis sorti plus fort, plus sage, et entouré de personnes qui tiennent vraiment à moi.
Anna et moi nous sommes fiancés l'an dernier. Rien de spectaculaire, juste nous deux dans notre parc préféré à Indianapolis. Je n'ai pas fait de grands gestes parce que j'avais appris que l'amour véritable n'a pas besoin d'un spectacle. Quand je lui ai demandé sa main, elle a pleuré et a dit oui immédiatement. Ce moment a été la dernière pièce du puzzle que j'essayais d'assembler depuis mon effondrement. Elle n'est pas seulement ma fiancée, c'est ma partenaire en tout point. Elle m'a soutenu dans les hauts et les bas, écouté sans juger, et ne m'a jamais poussé à renouer avec la famille que j'avais quittée. Avec elle, je me sens en sécurité d'une façon que je n'aurais jamais cru possible après ce que Dylan et Emma ont fait. La plus grande nouvelle, c'est que nous attendons notre premier enfant. C'est un garçon. Chaque fois que j'imagine le tenir pour la première fois, je suis submergé d'excitation et d'appréhension. Je n'aurais jamais cru être prêt à être père après le chaos de mon enfance, mais la confiance de Anna en nous me donne de l'espoir. Nous ferons tout pour offrir à notre fils une vie pleine d'amour, de respect et de stabilité. Le genre de vie que je n'ai pas eu. Un des premiers gestes pour rompre définitivement avec ma famille a été de changer de nom de famille. Je ne l'ai pas fait à la légère. Pendant un moment, j'ai pensé que c'était trop radical, ou que ça ne changerait pas grand-chose. Mais plus le temps passait, plus mon nom de famille m'apparaissait comme une encre vers le passé, et j'étais prêt à la lâcher. C'était étrange de me retrouver au palais de justice à remplir les papiers. Lorsque le juge a signé, j'ai ressenti un soulagement inattendu, comme si j'avais enfin fermé une porte que j'avais toujours eu peur de claquer complètement. J'ai choisi un nom de famille qui avait du sens pour moi, lié à un héros personnel plutôt qu'à mon arbre généalogique. Anna m'a pleinement soutenu. Elle a même plaisanté en disant qu'elle prendrait mon nouveau nom une fois mariée, on commence notre propre héritage. Ça m'est resté. L'idée de créer quelque chose de neuf, séparé de toute la douleur et de la trahison, est devenue mon objectif. J'ai entendu quelques bribes de ce qui se passe avec ma famille depuis que je les ai coupés de ma vie. Pas parce que je cherche des nouvelles, mais parce que des connaissances communes laissent parfois échapper des informations. Apparemment, mes parents sont officiellement séparés maintenant. Mon père vit dans une minuscule location en périphérie de la ville, et ma mère est toujours dans la maison familiale, essayant de sauver les apparences. Dylan et Emma? Disons simplement que le karma n'a pas été tendre avec eux. Ils sont noyés dans les dettes. Et d'après ce que j'entends, leur mariage bat sérieusement de l'aile. Emma a perdu son emploi, et Dylan n'a aucune stabilité professionnelle. L'ironie ne m'échappe pas. Après tout ce qu'ils ont fait pour me démolir, ce sont eux qui ont du mal à garder la tête hors de l'eau. Quant à Mia, son fiancé l'a quitté quelques mois avant leur mariage. Je ne connais pas les détails, et honnêtement, je ne veux pas les connaître. Elle a choisi de soutenir Dylan et Emma quand ça comptait le plus, et ça, c'est quelque chose que je ne peux pas pardonner. La dernière fois que j'ai entendu parler de l'un d'eux directement, c'était il y a plus d'1 an, lorsque ma mère m'a envoyé une énième lettre me suppliant de reprendre contact. Je ne l'ai même pas ouverte. Je l'ai jetée immédiatement. Leur regret, s'ils en ont un, est un fardeau qu'ils doivent porter eux-mêmes, pas moi. L'une des plus grandes leçons que j'ai tirées de tout ça, c'est l'importance de poser des limites. Pendant si longtemps, j'ai laissé ma famille me manipuler, me culpabiliser pour que je pardonne, et me faire croire que leur problème était ma responsabilité. Les couper de ma vie n'a pas été facile. Ça a été chaotique. Mais c'était la seule façon d'avancer vraiment. Parfois, je me demande si ma famille repense à leur choix avec regret. Est-ce qu'ils pensent à la douleur qu'ils ont causée? Se rendent-ils compte de ce qu'ils ont perdu en me trahissant? Je ne le saurai probablement jamais, et ça me va. Leur regret, ou leur absence de regret, ne change rien. Ce qui compte, c'est que j'ai enfin trouvé la paix. Si quelqu'un qui lit ceci traverse quelque chose de similaire, laissez-moi vous dire une chose, ce n'est pas facile de s'éloigner de relations toxiques, surtout quand il s'agit de la famille. Mais parfois, c'est la seule manière de protéger votre paix et de construire la vie que vous méritez. Vous n'êtes pas obligé de garder des gens dans votre vie simplement parce que vous partagez un ADN. J'ai appris que la famille, ce n'est pas le sang. C'est les personnes qui se présentent pour vous, vous soutiennent et vous aiment sans condition. Et avec Anna à mes côtés et notre petite en route, j'ai enfin la famille que j'ai toujours voulu.